D'accord, les gars, vous êtes arrivés à vendredi. Je suis vraiment désolée qu'on soit en retard. Aujourd'hui a été une journée de folie et ça a l'air de devenir encore plus dingue. Alors d'abord, on va replonger directement dans notre série parce qu'on vous a laissé sur un petit suspense. On vous a montré cette comparaison entre le président actuel Emmanuel Macron et une personne qui était censée être le neveu de Brigitte, le neveu de sa femme. Mais ces deux personnes, qui ne sont pas censées être liées d'une quelconque manière, se ressemblent beaucoup trop. Est-ce que c'est juste une coïncidence? Eh bien, vous allez bientôt vous rendre compte qu'il y a beaucoup de coïncidences étranges qui continuent d'apparaître en ce qui concerne les Macron et leur passé mystérieux. Alors, bienvenue de nouveau dans notre série Devenir Brigitte. D'accord, pour faire un bref récapitulatif. Dans le dernier épisode, on a appris que les camarades de classe d'Emmanuel Macron le décrivaient comme un peu mystérieux. Personne ne savait ce qu'il faisait en dehors de l'école. Il restait dans son coin. Il ne faisait partie d'aucun groupe. Personne ne savait rien de ses parents ni de ce qu'il faisait dans la vie. D'accord. On a aussi appris qu'Emmanuel Macron, en tant que président, semblait connaître très peu de choses sur sa propre famille proche. On a un peu raconté quelques histoires pour vous. Non. Il a aussi inclus quelques lignes sur sa famille, juste quelques lignes dans son autobiographie, alors qu'il a beaucoup plus à dire sur la famille de Brigitte. Sa famille semble tout aussi distante de lui qu'il ne l'est d'eux, refusant de parler de lui jamais. Et son frère biologique a dit à un collègue de travail qu'Emmanuel était son premier cousin. Et c'était avant qu'il ne devienne président. Alors, ils étaient tous en train d'écrire quand quelqu'un a dit « Oh, tu sais ». Non, ce gars qui est comme un des ministres, il dit « Non, c'est mon cousin ». Puis il y a, bien sûr, la drôle de situation où on lui a demandé des nouvelles de sa sœur biologique qui vivait à proximité, une politicienne. Et quand le politicien a demandé des nouvelles d'elle, étrangement, Emmanuel n'a pas répondu, mais il a regardé Brigitte pour savoir quoi dire. C'est bizarre. D'accord. Maintenant, le seul membre de la famille qui semble avoir un peu de visibilité de la part d'Emmanuel Macron, la personne avec qui il semble à l'aise de parler publiquement et de montrer de l'affection, c'est sa grand-mère, d'accord. Sa grand-mère s'appelait Germaine Noguet, née Germaine Haribette, et il l'appelait affectueusement Manette, d'accord. Les voilà ensemble. En parlant de son enfance dans son livre Révolution, c'est la seule personne qu'il mentionne souvent. Il a écrit ceci, je cite, « J'ai donc passé mon enfance dans les livres, un peu en dehors du monde. C'était une nature morte. Je me souviens de ces matins tôt où j'allais dans sa chambre et elle me racontait des histoires de ses amitiés pendant la guerre. Enfant, je reprenais le fil de la discussion interrompue chaque jour et je voyageais à travers sa vie comme si je lisais un roman. Et l'odeur du café qu'elle préparait parfois au milieu de la nuit. Et ma porte de chambre entrebâillée dès 7 heures du matin, alors que je n'étais pas encore allée la voir. S'exclamant avec un faux air inquiet, « Tu es encore endormi ?» Tu sais, il y avait ce journaliste qui a même spéculé. Elle a évoqué la possibilité qu'il ait en quelque sorte été adopté par sa grand-mère, Manette. Quoi qu'il en soit, il est très important qu'on apprenne un peu sur cette femme. Qui était-elle? D'accord, parce qu'il prétend qu'elle lui a appris à lire. Selon lui, elle habitait à quelques rues de chez ses parents à Amiens. Et il raconte aussi dans son livre qu'il passait ses vacances d'été, et d'hiver chez elle, dans sa maison familiale. Ah, Dagny, de Begor. Et c'est là qu'il a appris à marcher. C'est là qu'il a appris à pêcher. C'est là qu'il a appris à jouer au rugby avec ses grands-parents. Tellement de temps passé avec ses grands-parents. Et peut-être que ça explique cette étrange absence de photos d'enfance avec ses frères et sœurs, ou avec ses parents. D'accord. Donc, il nous en donne beaucoup. Et selon les témoins, Manette était extrêmement discrète, tout comme son petit-fils, laissant souvent les volets de sa maison bien fermés, disait-il. Et une fois à la retraite, elle ne sortait presque jamais parce qu'elle était entourée de livres, un peu dans son propre repère, ce qui explique pourquoi et comment Macron prétend avoir été élevé dans une multitude de livres aussi. Mais quels livres, précisément? Il a donné une réponse à ça. Maintenant, selon la biographie des journalistes Camp, Esme Galec et Caroline Darien intitulée Les Macron.
Macron, ou plutôt le Macron. Ils ont écrit, je cite, en tant qu'adolescent, le jeune Macron s'évadait en lisant des livres. D'André, Gide et de Michel, Tournier. Ce livre s'appelle Le Roi des Aulnes en français. Ce sont les livres qui sont sur sa table de nuit. Sa chère grand-mère maternelle partageait un goût pour ces auteurs avec lui. Maintenant, nous avons déjà parlé d'André Gide. Je pense que c'était dans notre premier épisode d'introduction. C'était le gars qui s'est lui-même déclaré pédéraste et qui a avoué avoir violé des garçons musulmans en Algérie. Notamment pour explorer et en apprendre davantage sur sa sexualité en se libérant des chaînes. Bien sûr, les limites, si vous voulez, de son éducation chrétienne et le fait qu'il ait vraiment appris à se connaître, en voyageant en Algérie. Et pourtant, malgré cela, Macron était à l'aise en posant son livre tel qu'il était sur sa table de chevet. Ayant grandi avec sa grand-mère, il était à l'aise de mettre cela dans son portrait présidentiel. L'autre auteur dont nous n'avons pas parlé et qu'il a mentionné assez, journaliste. Cet auteur est Michel Tournier, apparemment un autre favori. Et ce livre est un choix encore plus étrange, je dirais, pour une grand-mère à partager avec son petit-fils. Ce livre est assez controversé, d'accord. Encore une fois, ça s'appelle Le Roi des Aulnes. Le roi des aulnes étant une créature mythologique qui poursuit les enfants. Et dans ce livre, il y a des passages qui sont, eh bien, je vais vous en donner un. Je vais juste vous le lire. Citation, les fesses des enfants sont vivantes, tremblotantes, toujours en alerte. Parfois enfoncées, et quelques secondes plus tard, souriantes et naïvement optimistes. Aussi expressifs que des visages. Maintenant, je ne sais pas si mes grands-parents faisaient ça mal, mais ils m'ont donné la Bible. On a parlé de passages de la Bible. On ne nous donnait pas des livres. Qui parle des fesses des enfants? C'est juste complètement absurde. Dans ce livre, le protagoniste parle des enfants avancés. À leur âge, n'est-ce pas? Et voici une citation de ce livre, la catégorie d'enfants avec une maturité intellectuelle surprenante qui semblent avoir lu et compris tout depuis leur naissance, contredisant une immaturité physique, qui donne un air d'ingénuité à tout ce qu'ils disent. Vous savez, ça sonne un peu familier, non? C'est à peu près la même explication que celle sur laquelle la presse s'est mise à travailler concernant cette étrange histoire de Brigitte. Étant tombée amoureuse d'un garçon de 14 ans et ayant décidé de l'épouser, alors qu'elle avait 39, 40 ans, elle s'est engagée sur ce chemin vers le mariage. Ils ont dit, rappelez-vous, Macron. Malgré le fait qu'il était un petit garçon, il était juste tellement en avance intellectuellement. Rappelez-vous, c'était un virtuose, non. C'était Mozart. Vous ne comprenez pas, les gars. Il n'était pas comme les autres enfants, même s'il était si jeune. On ne veut pas que vous pensiez à ça. Ouais, on dirait que ce deuxième auteur donne cette explication, qui n'est pas vraiment une explication. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû être accepté. De toute façon, je devrais te dire que Manette est morte. 13 avril, et je suis désolée, mais j'ai oublié d'écrire la date ici. Je veux dire que c'était en 2021. On va corriger ça. Mais le fait est que c'est aussi le 13 avril, le jour où Brigitte Macron est née. C'est aussi le même jour où le programme Nuc Ultra de la CIA est né. Et si vous avez suivi ma nouvelle série, je suis presque obsédée par l'idée d'apprendre tout ce que je peux sur le programme Nuc Ultra. Et ce n'est pas une discussion qui devrait se limiter à l'Amérique. Tu sais, apprendre sur les programmes de nos États profonds, ces programmes très réels qui ont existé et dont on ne parle pas à l'école, c'est un processus terrifiant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais régulièrement la promotion de ce livre, Chaos, parce qu'il m'a plongé dans une nouvelle réalité en me faisant comprendre à quel point notre gouvernement est maléfique. On pétait, et je dirais, leçon. Il n'y a pas de conspiration ici. Le Nuc Ultra était réel. Le gouvernement était obsédé par tous ces différents programmes. Vraiment, le principal objectif de leur tentative de conditionner le cerveau, d'essayer de laver le cerveau des gens, c'est parfois par l'isolement, ce qui semble être le cas pour Emmanuel Macron qui a passé beaucoup de temps isolé pendant son enfance. Je veux dire, il reconnaît qu'il a vécu à travers les livres. Et ses amis reconnaissent, ou devraient reconnaître, qu'il était un peu un solitaire et qu'il était souvent seul. Donc, ils expérimentaient psychologiquement par l'isolement,
par des drogues, tu sais, le LSD, en droguant des gens pour voir s'ils pouvaient les amener à commettre des crimes ou d'autres actes. Involontairement. En gros, essayer d'établir un candidat manchurien, quelqu'un qui réagit à des signaux, qui fait ce qu'on veut qu'il fasse, sans poser de questions. Se demandant s'il pouvait contrôler et en utilisant ça, d'ailleurs, comme une sorte d'arme. Comme je l'ai dit, il est vraiment important que les gens se renseignent sur ce programme MKUltra et les différents noms qu'il a pu avoir. Ça a commencé avant qu'on l'appelle le programme MKUltra et ça a continué encore après. Et demandez-vous si vous croyez vraiment quand ils disent qu'ils l'ont juste arrêté. Ils n'étaient tout simplement plus intéressés à droguer des soldats et à essayer de voir s'ils pouvaient tuer des gens et programmer des individus. Demandez-vous si vous croyez que votre gouvernement est capable d'un tel mal. Est aussi capable de vous dire la vérité que dès qu'ils ont été pris la main dans le sac, ils ont juste arrêté. Et puis, reconnaissez aussi que la majorité des documents liés à ce programme ont été détruits. Donc, on ne sait pas à quel point ce programme était global. On ne connaît pas tous les éléments de ce programme. Et si quelqu'un disait qu'il faisait partie de ce programme, et ils sont nombreux à l'avoir fait, cette personne serait considérée comme maléfique, folle ou en train de mentir. Un élément de ce programme concernait bien sûr les perversions sexuelles, comme les agressions sexuelles, afin d'établir. Ensuite, comment cela affecte la psyché d'une personne. Vraiment des trucs malfaisants, d'accord. Maintenant, je vous ai dit plus tôt que les parents biologiques, présumés biologiques, de Macron, que vous voyez ici sur l'écran, avaient des emplois intéressants. D'emblée, son père, Jean-Michel Macron, était psychiatre. Et oui, bien sûr, nous savons, de manière certaine, que les psychiatres ont fait des choses vraiment malfaisantes, des choses très malfaisantes au fil des ans. Ne me lance même pas là-dessus avant que. Je devrais en fait commencer, partir sur une digression sur qui était Sigmund Freud et à quel point c'est troublant qu'il soit enseigné dans nos systèmes scolaires ici en Amérique comme une sorte de héros, comme s'il avait révolutionné la psychiatrie moderne. Ouais, quel genre de percée et de contribution a-t-il vraiment apporté? Encore une fois, nous ferons une pause et en parlerons dans un autre épisode pour ne pas nous perdre. Mais oui, papa Macron était psychiatre et sa mère, Françoise, elle est très importante là à droite, était pédiatre. Quel combo incroyable pour Emmanuel Macron en grandissant, non? Eh bien, il se trouve que quelque chose de très intéressant a été découvert à propos de sa mère, Françoise. Désolée, je pense que j'ai dit Françoise. Maintenant, il vous a dit qu'elle était pédiatre, qui a également été conseillère médicale pour l'Office de la Sécurité sociale. Eh bien, finalement, quelque chose de très intéressant est apparu à propos d'elle et de son travail pour l'administration de la Sécurité sociale, d'accord. Ça, je vais le lire directement du livre à venir du journaliste Xavier Poussard, qui sera disponible sur Amazon. Au cas où vous voudriez sauter directement à la fin de l'histoire et voir où ça se termine. Il écrit, citation, face. Au mur de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de l'examiner méticuleusement avec cette question en tête. Pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux demandes des journalistes? Et pourquoi avait-il besoin de l'approbation de Brigitte? Une audition à l'Assemblée nationale française a attiré notre attention. C'était celui de Sylvain Tesfort. Elle était en train de témoigner. Sylvain Tesfort était le président de l'Institut pour l'intersexualité et l'hermaphrodisme et l'Association d'Europe. Alors, elle est née à Beauvais en 1956 sous le nom de Sylvain Tesfort, puis a changé de nom en Sylvain par un jugement du tribunal à Paris le 15 mai 2007. Donc, en fait, Sylvain est né homme. Et il a révéré par la même occasion à l'Assemblée nationale française qu'il avait reçu un soutien administratif dans sa transition de genre. Par un médecin senior à la Caisse primaire d'assurance maladie, le docteur, oui, vous l'avez deviné, Françoise Macron. Également connue comme la mère d'Emmanuel Macron. Donc, une personne qui avait fait sa transition témoigne soudainement et dit, en fait, ouais, la personne qui m'a aidé à faire ça, c'était le docteur Noguet, Françoise Macron.
m'a en fait aidé avec cette transition. Donc, on sait que ça a eu lieu, qu'elle était impliquée dans le soutien aux transitions de genre. La question restait alors de savoir si c'était juste un cas unique ou si la mère de Macron avait été impliquée dans ce type de travail en aidant des personnes transgenres de manière plus étendue. Et la réponse est venue l'année dernière quand une personne intersexuée, qui s'appelait Alexandra, a décrit comment elle avait bénéficié de citation, des dérogations accordées par le conseiller national de référence, le docteur Françoise Macron-Noguet, qui, il faut le dire, est la mère de l'actuel président. Elle a fait un travail énorme. À la suite de toutes sortes de générations de personnes comme moi, on accorde des subventions pour qu'on puisse avoir accès aux meilleurs spécialistes, pour qu'on puisse prendre notre temps et pour qu'au quotidien, on ne soit pas à la marge. Si des gens étaient rejetés par leur famille, elle leur trouvait une petite chambre et ils recevaient une pension d'invalidité pendant la durée du séjour. En gros, c'était très bien organisé. Je ne comprends pas pourquoi les gens méprisent ces protocoles. De citation. Dans la deuxième interview, elle a expliqué que Françoise Noguet s'occupait d'une pathologie particulière connue sous le nom de pseudo-hermaphrodisme congénital primaire. Mais, vous savez, les gars, je suis sûre que tout ça n'est qu'une coïncidence. Tout ça. Je veux dire, quiconque ne comprend pas comment ces choses continuent de se produire dans leur monde est juste un théoricien du complot fou. Non. Juste un théoricien du complot fou. Je veux dire, ouais, d'accord, je comprends. On a quelques questions sur le genre de sa femme. Pourquoi son passé ne semble pas s'assembler? On a quelques questions, c'est sûr, ouais, sur son passé. Son père est psychiatre. Sa mère fait un travail spécialisé, aidant les gens dans leur transition. Ils ont gardé ça secret quand ils se sont mariés. Et bien sûr, quand ils sont devenus le président et la première dame, ils avaient juste tout ça. Soit des choses de type transgenre, soit des trucs pédophiles qui continuent d'apparaître. Mais je suis sûre que tout ça n'est qu'une coïncidence, les gars. Les livres, tout ça, n'est qu'une grande coïncidence. Faisons une pause là, parce qu'il va y avoir quelques autres coïncidences qui vont se produire. Donc, je peux le passer à l'un de nos sponsors, qui est Goldco. Parce que le président Trump est de retour au pouvoir et ça pourrait être génial pour l'or et l'argent. Sous le premier mandat de Trump, le prix de l'or a grimpé de 53% et le prix de l'argent a bondi de 51%. 1%. Que pourrait-il se passer au cours des 4 prochaines années? Et l'or va-t-il continuer à battre des records en 2025 et au-delà? On va le découvrir. L'or et l'argent ont été utilisés comme réserve de valeur pendant des siècles. Le gouvernement ne peut pas facilement les manipuler et ils sont connus comme des protections contre le risque de marché et l'inflation. C'est pourquoi j'ai personnellement acheté de l'or et de l'argent pour mes super partenaires chez Goldco. Société d'or. C'est une entreprise de métaux précieux très bien notée. Ils ont soutenu cette émission depuis le début et ils ont aidé des Américains travailleurs à acheter plus de 3 milliards de dollars en or et en argent. Ils savent ce qu'ils font. En ce moment, vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de leur kit d'or et d'argent 2025. En plus de ça, vous pourriez également être éligible à jusqu'à 15 000 dollars en argent bonus, peut-être même plus. Donc, pour en savoir plus, allez sur Candace. Encore une fois, c'est Candace. Il y a aussi le réseau fiscal. Je veux vous parler d'eux parce que l'IRS est la plus grande agence de recouvrement au monde et ils intensifient l'application des lois pour 2025. Donc, si vous devez des impôts en retard ou si vous avez des déclarations non déposées, ne attendez pas que l'IRS vienne vous chercher. Les éviter simplement, c'est clairement la pire chose que vous puissiez faire. Anticipez ça, c'est la bonne stratégie, mais ne les contactez pas ça non plus. Je passe la parole à l'équipe de Tax Network USA. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises de résolution fiscale ne se valent pas. Tax Network USA a une ligne directe privilégiée avec l'IRS. Cela signifie qu'ils savent avec quels agents traiter et lesquels éviter. Tax Network USA approuvé. Des stratégies conçues pour régler vos problèmes fiscaux en votre faveur. Que vous deviez 10 000 dollars ou 10 millions, leurs avocats et négociateurs ont résolu plus d'1 milliard de dollars de dettes fiscales. Alors parlez avec l'un de leurs stratèges, parce que c'est gratuit. Arrêtez les lettres de menace. Arrêtez de regarder par-dessus votre épaule. Laissez vos soucis. Avec l'IRS derrière vous une bonne fois pour toutes. En appelant le 1 800 958 000 ou vous pouvez visiter tnisa.com. Coupe Candace. Encore une fois, c'est tnisa.com/Candace. D'accord, revenons à l'histoire de Brigitte, parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de coïncidences ici. Donc, on avait déjà mentionné une journaliste du nom de Sylvie Bamel, n'est-ce pas?
C'est cette journaliste de gauche qui a des articles dans Vanity Fair. Comme je l'ai dit, ces trucs ne venaient pas de théoriciens du complot. C'est un tel mensonge qui est raconté aux mains d'anglophones. C'est elle qui a consacré le plus de temps à essayer de plonger dans le passé de Brigitte pour en apprendre davantage sur son histoire. Elle se heurtait sans cesse à un mur. Et encore une fois, pour vous le rappeler, ces journalistes étaient comme, ouah, une femme puissante, prenant les commandes de l'Élysée. Je veux juste en apprendre davantage sur elle pour pouvoir la promouvoir dans le monde. Vous savez, qui n'aime pas un personnage fort, surtout si vous êtes féministe, comme ces écrivains l'étaient. Elle commence donc à travailler sur cette deuxième biographie de Brigitte, intitulée « Il venait juste de tourner ». 17. En fait, c'est un titre drôle. C'est un titre faux. Et Sylvie Bamel conteste en fait cela dans ce même livre. Elle arrive à une réponse différente dans son dernier chapitre. Elle écrit qu'Emmanuel Macron venait en fait juste d'avoir 15 ans. Elle a probablement choisi un autre titre parce qu'ils auraient paniqué au palais de l'Élysée si elle était venue avec. Il vient juste d'avoir 15 ans, non. Ils auraient probablement été en train de faire des choses terrifiantes. Peut-être qu'il l'aurait juste convoqué au bureau pour en parler. Eh bien, tout au long de cette deuxième enquête, qui a mené à la publication de ce livre, elle a passé en revue toutes ces interviews publiques données par Brigitte et elle est tombée sans cesse sur ces petites erreurs que Brigitte faisait sur son âge pendant certains événements. Et donc, il y a cette craie. Un juge célèbre, en Amérique connu, sous le nom de Judge, et le juge Judge dit quelque chose. Elle répète que si tu mens, il faut avoir une bonne mémoire, non. Si tu ne mens pas, tu n'as pas besoin d'avoir une bonne mémoire parce que c'est juste vrai. Donc, tu n'as pas à te dire « Oh, qu'est-ce que j'ai dit à cette personne? Qu'est-ce que j'ai dit ?» et faire toutes ces petites erreurs. Donc, une erreur que Brigitte a faite dans cette longue interview biographique qu'elle a donnée au magazine Elle concernait sa sœur aînée, sa défunte sœur, Marie Vaughan, qui était décédée dans un accident de voiture. Mais maintenant, quand Brigitte a donné cette interview, elle a dit que c'était, vous savez, une sorte de chose traumatisante qui était gravée dans son esprit, qu'elle avait 8 ans au moment de la mort de sa sœur et qu'elle portait sa sœur avec elle chaque jour de sa vie. Elle a également déclaré que sa nièce était décédée un an plus tard, à l'âge de 6 ans. Donc, Xavier Poussard était très troublé par ça. Tout d'abord, tout de suite, Sylvie Baumel. Elle a pu déterminer qu'en fait, non, elle n'avait pas 6 ans quand sa sœur est morte. Elle avait 8 ans. Maintenant, c'est juste un écart de 2 ans. Mais je pense qu'à l'âge de 8 ans, si quelque chose d'aussi important se produit dans ta vie, tu ne peux pas vraiment te tromper sur la date de 2 ans. Genre, ce serait juste un souvenir très brut, mais peut-être que c'était juste une erreur. Mais concernant cette deuxième personne qu'elle dit être décédée, la nièce qui aurait soi-disant péri un an plus tard, donc ce serait de grandes pertes consécutives dans la famille, il se disait juste « je ne vois ça nulle part ». Et il trouvait ça étrange parce qu'il y avait tant d'écrits sur les nièces de Brigitte, et pourtant, il n'y avait aucune mention de celle qui était décédée nulle part. Donc, il s'est tout de suite mis au travail pour faire des recherches. Et enfin, il a pu confirmer, en visitant une parcelle familiale que Brigitte avait, mais que la famille de Brigitte avait, qu'il y avait une nièce nommée Sylvie, qui était décédée suite à une opération. 1996. Ok, super. Mais ça faisait presque 6 ans après la mort de sa sœur, Marie Vaughan. Pas 1 an, mais 6. Alors, ça, c'est une énorme différence. Alors, qu'est-ce qui se passait? De toute façon, le principal objectif de Sylvie Baumel dans ce deuxième livre était vraiment d'en apprendre davantage sur le premier mari de Brigitte, André-Louise Rosier, c'est ça. C'est le banquier qu'elle avait épousé quand elle avait 21 ans. Le gars qui avait sa femme. Plutôt dramatiquement volé par un adolescent, un virtuose, un type à la Mozart. Je veux dire, ça doit faire mal. Et personne ne pouvait le joindre. Souviens-toi, on a parlé de Virginie Linard, cette réalisatrice de documentaires, qui a dit à peu près la même chose. C'était comme un trou noir. Elle l'a qualifié du meilleur secret bien gardé de l'Élysée. Personne ne pouvait passer. Il y avait aussi un magazine, le magazine Capital, qui a résumé tout ça en 2017. Avec cette impression générale. En se référant à André-Louise, le premier mari, comme, je cite, un vrai
Fantôme. Pas une seule photo de lui sur le web, pas une seule image dans les catalogues de l'agence TIC Presse. Les biographies mentionnent à peine sa carrière de banquier. Qu'est-il arrivé à l'ex-mari de Brigitte Macron? Alors, ayant renouvelé son enquête à nouveau, Sylvie Baumel a également remarqué combien il était étrange que cet homme qui avait travaillé à deux grandes banques, dont le Crédit du Nord, semblait avoir quitté l'industrie, sans laisser de traces. Elle a écrit dans son livre que c'était, je cite, comme un épisode de Black Mirror où les bureaux du président ont trouvé un moyen de pénétrer les cerveaux de ses anciens connaissances et d'effacer tout. Avant la sortie de son livre, Sylvie a décidé de publier quelques extraits dans un magazine appelé L.A. Pointe. Et puis soudain, au fin, dans ce magazine, elle a écrit, en avril 2019, avant la publication de son livre, qu'une photo de mariage, un photographe de mariage, est apparu du premier mariage de Brigitte. Donc, ils sont maintenant au pouvoir. Et ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont au pouvoir. C'est parti. Tada. En fait, on pourrait dire 1 an et 3 mois. Tada. Pomo. Voici une photo du premier mariage de Brigitte. Prétendument. Voilà, voici la photo. Vois, regarde, juste cette photo. On nous dit que c'est André Louis et que c'est Brigitte Crogno. Alors, je dois vous dire que je ne suis pas un logiciel de reconnaissance faciale, mais cette femme, on peut continuer un peu, les gars, ne me semble paraître. L'actuelle Première dame, Brigitte Macron. D'accord. Je sais que les visages changent, mais ça ne me semble pas être l'actuelle première dame, Brigitte Macron. D'accord. Regardez juste sa côte à côte. Peu après, une carrière commence. Et peut-être que je pourrais dire que ces personnes sont liées, mais en vérifiant, je dirais que non. Qu'est-ce qui est arrivé à tes dents? Est-ce que tu as commencé à fumer du crack? Je ne sais pas, ce n'est pas qui est cette personne sur cette photo. D'accord. Mais on ne peut pas juste faire des suppositions en regardant les gens et en décidant ce qui est vrai et ce qui est faux. Et au fait, ils ont pu trouver, Sylvie Baumel a réussi à dénicher un acte de mariage qui certifie qu'elle le ticket. Quelqu'un. Nommée Brigitte Crogno, elle a définitivement épousé quelqu'un du nom d'André Louis Osière, le 22 juin 1974. Donc ça se vérifie. Et ce n'est pas tout. Le témoin au mariage était son frère, Jean-Michel Trogno. Et ça, c'était une énorme avancée parce que ça nous dit que Brigitte était extrêmement proche de son frère. Si tu as fait de lui le témoin de ton frère, le témoin de ton mariage, tu supposerais que ça veut dire que vous étiez super, proches. Mais le public commençait à peine à apprendre qui était Jean-Michel. Alors ils se disent, eh bien, c'est bizarre. Pourquoi l'as-tu fondamentalement effacé de ta vie? C'est la pire querelle familiale de tous les temps. Une fois que tu es devenue la première dame. Ouais, ça semble un peu étrange. Alors, voici quelques faits étranges que je vais partager avec vous. Dans notre lettre légale, nous avons spécifiquement demandé à Brigitte Macron, bien avant la publication d'aujourd'hui, de nous confirmer par écrit que elle, l'actuelle première dame de France, étant faite la femme qui est sur cette photo. Et elle a refusé de répondre à notre question. D'accord. Le voilà, on a cette lettre. Elle a spécifiquement refusé de répondre à la question de savoir si c'était bien elle. Tu vois le numéro 8. Est-ce que Brigitte Macron est la même personne sur la photo de mariage Osier? Pas de réponse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle refuse de répondre à cette question basique. Elle a aussi refusé de donner une réponse basique à cette question dans une affaire judiciaire, une affaire de diffamation contre la journaliste Natacha Ray. Vous en avez entendu parler. Elle a gagné dans l'affaire de diffamation. Eh bien, maintenant, je vais te raconter les détails de la façon dont Natacha Ray a perdu son affaire de diffamation. Pas par rapport à sa revendication. Que Brigitte Macron était un homme a vécu en tant qu'homme avant de faire la transition, si tu veux, vers Brigitte Macron, mais plutôt en se trompant sur des détails, d'accord. En spéculant. Elle a regardé cette photo d'André-Louis Osier au mariage, et dans sa tête, elle s'est dit « Je ne pense pas que ce type ait jamais existé ». Et en fait, l'homme sur cette photo ressemble beaucoup plus à un autre gars qui s'appelle Louis. André. Il suffit littéralement d'inverser le nom.
Donc, tu as André Louis sur la photo. Elle pensait que sur cette photo, c'était en fait Louis-André, qui est, en réalité, son cousin germain. Donc, elle a spéculé. Elle a juste fait cette affirmation comme si c'était évident, genre, ils font juste semblant. Et c'est donc la personne avec qui son cousin germain s'est marié. Mais Natacha avait, en fait, tort. D'accord. Donc, le palais de l'Élysée a appelé Louis-André, a eu une conversation et l'a encouragé à la poursuivre en diffamation, ce qu'il a fait. Donc, encore une fois, je veux être très clair sur ce qui était à l'origine de cette affaire de diffamation. Ce n'était pas de savoir si Brigitte Macron était né homme. Et je veux aussi être clair ici que cette affaire de diffamation n'aurait pas eu lieu sans l'intervention du palais de l'Élysée, promettant qu'ils se joindraient au procès, même s'ils ne l'ont jamais fait. Alors, comment sait-on qu'ils ont fait ça? Parce qu'un autre journaliste de gauche, féministe, nommé Emmanuel Anison, qui a également écrit un livre sur Brigitte Macron, cherchant à démystifier toutes les rumeurs sur le fait de savoir si Brigitte était née homme ou pas. C'était la seule journaliste qui a vraiment réussi à percer au sein de la famille Osière. Elle a en fait passé du temps avec ce cousin mal identifié, Louis-André. Et il lui a raconté comment tout s'est passé et elle l'a enregistré dans son livre. L'histoire raconte que le cousin. John Louis avait une femme nommée Catherine Adois et était convaincu de sa théorie selon laquelle il était en fait l'homme, sur la photo. Elle a contacté sa fan, Natacha Ray, qui envoie un message à sa fan, Catherine, sur WhatsApp à 3 heures du matin. Elle est, en quelque sorte, sur la piste de l'histoire. Elle sait qu'il y a quelque chose de bizarre et elle suit son instinct plutôt que les faits. Elle écrit à cette femme « Je sais tout, absolument tout, pour toi, pour John Louis, pour Jean-Michel ». Et je suppose que pour elle, c'était une sorte de stratégie journalistique de ne pas vraiment tout savoir, de sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais d'espérer qu'en faisant semblant de tout savoir, la personne pourrait se montrer plus ouverte. Mais Catherine ne s'est pas montrée très ouverte. Elle l'a tout de suite montré à son mari en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, son mari a contacté Laurence Osier. Je vous rappelle que c'est la fille présumée aînée de Brigitte, qui est aussi son cardiologue. Et Laurence dit « Il faut que tu appelles Brigitte. Il faut que tu appelles maman, parce qu'elle pense aussi à déposer une plainte. » C'est du harcèlement. Donc, il le fait. Le cousin appelle Brigitte. Et voici ce qu'il dit au journaliste qui s'est passé ensuite dans ses propres mots. Citation. Brigitte me dit qu'elle est désolée et que c'est entièrement de sa faute, qu'on doit porter plainte, et qu'elle est d'accord pour déposer une action conjointe. J'entends la voix d'Emmanuel Macron en arrière-plan, lui demandant de se dépêcher parce qu'ils doivent partir avant de raccrocher. Elle promet de m'envoyer une copie de son livret de famille, ce qu'elle n'a pas fait. Je lui ai aussi demandé de certifier par écrit ce qu'elle a fait, pardon. Je lui ai aussi demandé de certifier par écrit que c'était bien elle sur la photo de mariage de 1974 avec André. Ce qu'elle n'a pas fait. Je ne lui ai pas parlé directement du sujet après ça. Donc encore une fois, il dit, elle est comme, ouais, pas de dossier, dépose le dossier. Je vais déposer avec toi. C'est ça. Et il dit, envoie-le-moi par écrit. Car c'est une preuve. Faites en sorte que ces gens aient des ennuis. Dis juste, tu certifies que c'est bien toi sur la photo de mariage. Et Brigitte, à l'Élysée, dit non. Ou devient froide. Ensuite, il tient sa part du marché. Il dépose une plainte contre Natacha Ray. Il envoie des documents aux avocats de Brigitte. Brigitte le rappelle ensuite et dit « Tu sais quoi ? En fait, le palais recommande qu'on dépose nos actions séparément. » Voici ce que Jean-Louis dit qu'il se passe ensuite. Elle m'a dit que l'Élysée préférait lancer 2 actions séparées. Elle me tournait le dos, ça voulait clairement dire. Ça voulait clairement dire, si tu veux continuer, tu es seul, prends ton propre avocat. Nous avions déjà déposé une plainte. Il n'y avait pas de retour en arrière. Donc, on a continué tout seul. Depuis, quand j'essaie de rappeler Brigitte, je n'arrive pas à la joindre, mais seulement sa secrétaire, qui est devenue injoignable. Donc, pour faire court, la première dame l'a bien eu. Non. Elle les a tous excités et a dit « Déposez, il va déposer. Avec vous, blablabla. » Il dit « D'accord, tu peux certifier ça. » Et non. Ils ont été manipulés et ensuite trahis par le couple présidentiel.
Et le journaliste raconte qu'on peut clairement voir qu'il est un peu vexé, que Lausier s'est senti un peu piqué par ça. Très étrange, encore une fois, c'est une chose si facile à certifier. Mais ce qu'elle voulait vraiment, Brigitte, c'était qu'il passe par la diffamation, qu'il gagne la diffamation, parce qu'en fait, il n'était pas l'homme sur cette photo de mariage. Et ensuite, pour elle et son mari de pouvoir. Pour faire de la pub pour les journaux. On a gagné. Un procès en diffamation contre le journaliste fou qui a dit que Brigitte était née homme. Oh, eh bien, Brigitte vient de gagner un procès en diffamation. On n'arrête pas d'entendre ça. Elle a gagné. Elle a gagné des procès en diffamation à ce sujet. C'est comme ça qu'ils s'y prennent encore, à s'attaquer aux détails, mais pas à la substance de ce que les gens enquêtent. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce stade, en France, Internet était en feu avec des théories du complot. Je veux dire, tout d'abord, mais où diable est le premier mari? Où est André, Louis? Eh bien, comme le destin l'aurait voulu, peu après que Sylvie Bamel publie son livre. Enquête sur la question. Lévis, octobre 2020, tout à coup, Tiffan. La deuxième fille annonce dans un magazine hebdomadaire que son père est en fait déjà décédé. Il y a un an, en fait. En 2019, les gens commencent à fouiner. Et maintenant, elle dit en fait, il est mort. Il est mort il y a un an. Voici la citation qui a été publiée dans Paris Match. En annonçant cela, Tiffan a dit « Mon père est mort. Je l'ai enterré le 24 décembre 2019. 24 décembre 2019, dans la plus stricte intimité. » Comme c'est pratique. Comme c'est pratique, non. Ça, genre, je sais pas. Le premier mari de la première dame que tout le monde commence à examiner. Il s'effondre. Juste au moment où les gens réalisent qu'il se passe quelque chose ici. Je dirais que c'est remarquablement pratique pour la famille Macron. Aussi, au fait, c'est un peu bizarre, mais Tiffan a annoncé la mort de son père dans ce magazine Paris Match, qu'on sait être contrôlé dans une certaine mesure par Mini Marchand. C'est l'un des endroits où elle fait publier des photos et des histoires particulières. Eh bien, ce qui est encore plus étrange, c'est que Tiffan a donné de faux détails sur la mort de son père. Ouais, c'est vraiment bizarre, non. Dean, il n'a pas du tout été enterré. Il a été crématisé et sa date de crémation n'était pas le 24, comme elle l'a dit, mais 4 jours plus tard, le 28 décembre. Comme c'est étrange. Peut-être que le journaliste a juste fait une erreur. Une autre coïncidence bizarre, dans cette saga sans fin. Alors, comment savons-nous les vraies dates? Eh bien, revenons à ce premier cousin. Souvenez-vous de ce premier cousin, pas très content de cette famille. D'accord. André Lewis avait l'impression d'avoir été floué par le couple présidentiel, en déposant cette plainte. Et donc, il s'est confié au journaliste, Emmanuel, de son propre chef, au sujet du service funéraire. Alors apparemment, l'histoire dit qu'il avait reçu un appel des sœurs d'André. Encore une fois, c'est son premier cousin qui l'informe du décès et qu'il y allait avoir des funérailles rapides. Il a fourni au journaliste le livret qui a en fait été distribué lors de cette cérémonie funéraire très rapide. Et je vais te dire, c'est un choix très étrange pour une photo d'obituaire. Voilà. C'est parti. André Osier, d'une cérémonie qui a eu lieu, ce dont Stéphane a sûrement mal noté la date par accident. 28 décembre 2019. Je veux dire, qui annoncerait ça, d'ailleurs, un an après. C'est juste fou. Et puis en bas, je pense que ça veut dire notre. Annie, notre frère, notre compagnon, notre grand-père et notre papa. Voilà. Maintenant, même pour un journaliste d'extrême gauche, qui n'est pas en plein aux théories du complot, même pour Emmanuel Anison, ça lui a semblé être un choix très étrange, pour une photo ou une annonce de décès. Alors elle lui a demandé franchement, genre, je veux dire, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce choix de photo? Et le cousin lui a dit. John Lewis lui a répondu en disant, je cite, « Je pense que c'était la seule photo qui est apparue quand ils sont allés en chercher une pour les funérailles. » Parce que tous les autres avaient été détruits. Détruits. Les mises d'Emmanuel. Je ne suis pas Natacha Ray, mais je suis quand même un peu perplexe. Ouais. Alors, il ne reste que ça de la vie d'un homme. Sur les photos, à part sa photo de mariage, il y a une photo de lui en maillot de bain pour illustrer son dernier départ, elle demande dans son livre. Ouais, d'une manière ou d'une autre,
Toutes les autres photos de sa vie avaient été détruites. D'accord. D'accord. Alors vous vous demandez probablement, quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Xavier Poussard a en fait pu retrouver le vrai André Louis grâce au relevé bancaire. Il s'avère qu'il n'a jamais travaillé au Crédit du Nord, cette banque, ce qui explique pourquoi tant d'autres journalistes se sont effectivement perdus dans leurs recherches. Et donc, il donne cette information à Emmanuelle de son propre chef. Parce qu'elle est beaucoup plus une journaliste grand public et elle pourrait réussir à en obtenir davantage. Il lui donne aussi accès à un groupe Facebook. Il se dit, non, cet homme a bien existé. Et c'est rempli d'anciens collègues de travail de John Lewis de la banque où il a vraiment travaillé. Et il l'aide à attiser ses soupçons et ses doutes sur le fait que cet homme, peut-être, n'a même jamais existé. Et voici comment Emmanuelle, de son propre chef, conclut le chapitre de son enquête sur lui. Et c'est encore une fois à propos du mari, le premier mari de Brigitte, André-Louis Osier. Elle a écrit, je cite, « Ses sœurs ne voulaient pas me parler, ni ses enfants. Alors j'ai appelé quelques anciens collègues via des groupes Facebook de banquiers. Ils parlent tous avec enthousiasme de Dédé, gentil, charmant, poli, qui parlait beaucoup de ses enfants, qu'il adorait. Dédé, qui fumait trop, qu'il trouvait seul, dévasté. L'un d'eux m'a envoyé une collection professionnelle de portraits du milieu des années 2000, où André pose sérieusement en costume et cravate parmi ses collègues. À l'agence de la Banque d'Amiens. Le mari de 1974 est clairement reconnaissable, même s'il a commencé à perdre ses cheveux. Ses collègues sont restés en contact les uns avec les autres après leur retraite, mais pas lui, qui a coupé tous les liens avec eux aussi. André Osier a disparu des radars. Pour ma part, j'ai essayé de contacter des membres de la famille Osier, mais personne ne voulait répondre. Suzanne Spray. John Louise, la première fan d'Osier, a même raccroché rapidement au nez quand je lui ai dit que j'étais intéressée par Brigitte Macron. Ah oui. Non, non merci. Non, merci, monsieur. Oh là là, non. Au revoir. Tweet. Ailleurs. John Lewis, qui a assisté aux funérailles, lui dit que cela a eu lieu, je cite, juste 4 jours après le décès. Aucune information ne l'avait filtré dans les journaux. Le palais de l'Élysée voulait que ça se fasse rapidement. Et il semble qu'Emmanuel Macron ait été personnellement impliqué pour s'assurer que ça se fasse. Les funérailles ont été organisées en cachette et à la va-vite. Tôt le matin, à 8h30, avant l'heure d'ouverture pour éviter les journalistes. Le livret avec la photo a été placé sur les chaises. Une douzaine de personnes étaient présentes, assises en plans séparés. D'un côté, les sœurs d'André. De l'autre côté, les 3 enfants de Brigitte, Taffon, Laurence et Sébastien. Brigitte M. Sécron n'était pas présente. La compagne d'André, je suppose que ça veut dire comme un partenaire, peut-être quelqu'un avec qui il était en couple, mais jamais marié. Inconnu de tous, il était aussi là, à une certaine distance. Tôt, a soupiré. Après 20 minutes, la cérémonie était terminée et tout le monde est sorti immédiatement. Après, je suis allée prendre un café et un croissant avec les enfants Osière et les sœurs d'André. Des membres du personnel de sécurité étaient en garde à l'extérieur. On a fini par les laisser entrer parce qu'il faisait vraiment trop froid. L'atmosphère était lourde et tout le monde est parti rapidement après. D'accord. Un enterrement plutôt rapide. Pourquoi le palais de l'Élysée est-il impliqué? Dites-moi, les gars, c'est pas un peu bizarre que Brigitte ne se soit pas déplacée, par respect minimum, pour assister aux funérailles d'un homme avec qui elle a été mariée pendant 32 ans. Donc le palais de l'Élysée s'est impliqué pour que ça reste discret, mais ils n'ont pas assisté aux funérailles. C'est même pas, disons, non. Le père de tes enfants. Aussi, et c'est incroyable, selon le premier cousin, John Lewis. Lors des funérailles, il a parlé à la compagne d'André, qui lui a dit qu'elle avait trouvé des billets pour l'Afrique. Dans la poche de la veste d'André, on puise d'une grosse somme d'argent. Il a dit, je cite, qu'il avait vidé ses comptes, organisé son départ en cachette. Il rêvait tellement de retourner en Afrique. D'accord. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on doit en penser? D'accord. C'est vraiment bizarre qu'un amant, un compagnon, un partenaire, peu importe comment on veut l'appeler, dise ça.
Que s'est-il vraiment passé avec André Lewis, qui a été incinéré très rapidement, même si sa fille dit qu'il a été enterré? Qui a dit par accident qu'il a été enterré? Parfois, on confond tout ça. Qu'est-il réellement arrivé à André Lewis? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un reclus du jour au lendemain, à ne plus fréquenter ses anciens amis de la banque des années 70? Comment toutes ces photos de lui ont-elles soudainement été détruites? Il ne lui reste qu'une seule photo de lui. Il a 2 photos. Voici moi au mariage. Et voici moi. Sur une plage, en maillot de bain. Et ce sont les seules photos disponibles de ma vie. Ça ne ressemble pas à une destruction systématique, ça. Je ne peux pas imaginer une situation où ça pourrait arriver, que toutes les photos disparaissent comme ça. C'est comme si tu gardais chaque photo de toi et de ton enfance dans une seule maison. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il a échappé avec l'aide du palais de l'Élysée? A-t-il essayé de s'échapper? Mais le palais de l'Élysée est intervenu. L'imagination peut vraiment s'emballer en ce moment, n'est-ce pas? Mais on ne peut rien confirmer, évidemment. Ce que je peux te dire, c'est que, étrangement, une autre journaliste nommée Sophie Descartes a rapporté, dans un numéro de 2022 de Paris Match qui a été publié, qu'André Lewis a terminé ses jours dans une clinique psychiatrique, sous surveillance. À sa porte, surveillé par Alexandre Benalla. C'est une figure très controversée. Les L.A.A. Le chef de la sécurité, notoire et controversé, qui a fini dans un énorme scandale connu sous le nom de scandale Benalla. D'accord. Pourquoi cette journaliste dirait-elle ça? Je peux te dire que cette information a été immédiatement démentie le même jour sur Twitter par Cafon. Mais malgré le fait que la famille soit extrêmement procédurière, toujours à poursuivre les gens pour diffamation, les MC Krone n'ont jamais poursuivi cette journaliste qui a dit ça pour diffamation. C'est un endroit parfait pour faire une pause, parce que c'est beaucoup d'informations et plein de détails à assembler. Je vais te parler très rapidement du financement américain, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui prennent ça. Des soldes de cartes de crédit élevés qui facturent 20%, ou plus chaque mois. Il est temps de prendre le contrôle de vos dettes. Si tu es propriétaire et que tu attends de savoir comment mettre tes finances en ordre, tu dois appeler mes amis chez American Financing aujourd'hui. Les consultants hypothécaires d'American Financing aident les propriétaires à puiser dans l'équipé de leur maison pour sortir de leurs dettes. Ils font économiser en moyenne $800 par mois à leurs clients en faisant cela. Économiser ce genre d'argent chaque mois devrait rendre la décision vraiment facile. Il vous suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, sans frais et sans engagement, pour découvrir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez être en mesure de reporter 2 paiements hypothécaires. Alors, appelez American Financing aujourd'hui au 800-795 210. Encore une fois, c'est le 800-795 210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net. Coupe Owens, c'est americanfinancing.net/Owens. D'accord, pour ceux d'entre vous qui pensaient que j'étais tombé dans un trou, ce n'est pas le cas. Nous avons été tellement débordés parce que nous travaillions sur le lancement de notre livre. Et je suis tellement ravie, surtout, si je pouvais vous parler du parcours de l'écriture de ce 2e livre. J'ai commencé à écrire ce livre en, je pense, 2018, juste après la publication de mon premier livre. Je suis désolée, c'était en 2020, juste après la publication de mon premier livre. Et le titre de mon nouveau livre, sur lequel j'ai travaillé si longtemps, c'est Make Ima Sandwich. Oui, le voilà, les amis. Je suis tellement excitée. Il est disponible à l'achat, enfin, en précommande, sur makeimazandwich.com. Ou vous pouvez aller sur candiceowen.com et cliquer sur le lien qui se trouve dans la bannière. Je veux juste vous faire savoir ça. Si vous êtes abonné au club Candice Premium et au Book Club, vous allez recevoir un code de réduction spécial de 20%. Pour achat, et vous recevrez également un email avec un code de réduction de 25%. Pour Nimi Skincare, qui est l'un de nos sponsors ici. Les produits que j'utilise si vous achetez un exemplaire du livre et utilisez le code de réduction de 20%. Toute précommande régulière du livre bénéficiera également d'une réduction de 15%. Donc, si vous l'achetez pendant la prévente, ce sera moins cher que lorsque nous le sortirons vraiment. Et vous recevrez également un code de réduction de 15% sur Nimi Skincare dans l'écran ci. Donc, si vous voulez un exemplaire dédicacé de mon premier livre, je vais voir combien je peux en faire, peut-être battre un record. Vous pouvez le récupérer sur shopcandice.com. Ce serait un exemplaire dédicacé de notre premier livre. Donc, on retourne dans le monde des livres. Et le premier épisode du club de lecture, au fait, pour ceux d'entre vous, vous savez, on lit KO. Ce livre sera à 18h.
Ce mardi, à l'Est. Alors, tellement de choses qui se passent. Ce livre fait lui un sandwich, un travail d'amour. C'était comme avoir, honnêtement, c'était comme un enfant livre, pour ainsi dire. Et c'était parce que je savais dès le début que le mouvement féministe moderne n'avait rien à voir avec le féminisme, rien à voir avec l'aide aux femmes ou l'écoute des femmes, mais plutôt avec le développement d'une tactique vraiment bon marché pour s'en prendre aux hommes. Et donc, évidemment, ce livre, on aborde le mouvement MeToo. J'avais déjà écrit il y a des années ce chapitre sur la marque de féminisme de Taylor Swift. Et je pense vraiment que c'est juste une histoire de Dieu. En ce moment, on dirait que les gens ont l'appétit d'écouter et de réfléchir à ce qu'est le féminisme moderne. Avec tout ce qui se passe avec Justin Baldoni, Blake Lively, son dragon et l'implication de Taylor Swift. C'est juste parfait. Parce que mon livre était détenu par 2 éditeurs, j'ai réussi à le sortir des mains du premier, puis du deuxième, et maintenant, il est juste à moi. Et donc, je suis reconnaissante pour le timing de Dieu là-dessus. Et honnêtement, je pense que si ça avait été publié plus tôt, peut-être que les gens à gauche qui regardent ce podcast n'auraient pas été aussi réceptifs. Mais il y avait quelque chose dans cette affaire Justine Baldoni où j'ai l'impression qu'on est prêt à discuter du féminisme toxique. Et donc, la couverture. C'est moi. Si vous vous demandez pourquoi je tiens ça et que vous n'êtes pas familier, c'est le panneau emblématique de Gloria Steinem. Elle l'a tenu à un Nous surmonterons pour les femmes. Alors je voulais être ça. Je pense que j'ai fait un très bon travail. On aurait dû le faire côte à côte. Je regarde, je pense que je ressemble plus à Gloria Steinem. Alors, Brigitte Macron ressemble à la photo de mariage. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec ça, non? Ouais, c'est sûr, absolument. Donc, ouais, il est disponible en prévente. Vous pouvez aussi aller sur makeimazandwish.com. On a récupéré ce nom de domaine, plupcandice.com. Et je suis juste au-delà de l'excitation, de partager ce livre avec vous. On a tellement de choses qui se passent cette année et je suis juste tellement reconnaissante envers vous tous qui nous avez soutenus à travers tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai supprimé mon Instagram parce que je vais mettre en place un grand bannière à propos de mon livre, mais ensuite nous étions vraiment dans le pays de Macron, voulant nous assurer que nous vérifions tout ce que nous partagions dans l'émission aujourd'hui. Au fait, en ce qui concerne les informations que je vous donne, tout sera cité et référencé dans le prochain livre de Xavier Poussard que nous pourrons acheter, je pense, la semaine prochaine. C'est une créature méthodique. C'est ce que je peux vous dire. Sa méthode est incroyable. Il était obsédé par cette affaire. Il a consacré des années de sa vie et a renoncé à tellement de choses. Vraiment. Un journaliste qui est devenu démodé, un journaliste engagé pour la vérité par tous les moyens nécessaires et prêt à renoncer à beaucoup pour ça. Il a vraiment renoncé à tellement de choses. C'est un moment très excitant. Ouais, je vais jeter un œil à certaines de vos questions et j'espère que tout ce que je vous ai donné est clair. C'est pourquoi on a dû en faire une série, parce que tu peux seulement assimiler une certaine quantité d'infos à la fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste fou. Tu sais, la mère est aussi impliquée dans des trucs de transgenre ici et ça. Et pour moi, c'est la manipulation du public. Vous savez, la façon dont ils nous manipulent et font comme s'il n'y avait rien. Oh, il est juste transparent. Emmanuel Macron et Brigitte sont transparents. Genre, t'es fou. T'es chou. C'est quoi, l'entité médiatique? Cela vous fera littéralement détester les gens qui essaient de faire la lumière et adorant les gentils. Plonge notre monde dans une telle obscurité. Quoi qu'il en soit, pour en venir à vos commentaires, écrits au Tom Coffee, c'est une coïncidence que chaque dirigeant mondial soit sans âme, et sans colonne vertébrale. On a appris par accident l'existence d'Epstein. Imagine ce qu'on ne sait pas. Tu penses que quelqu'un va sauver le monde. Est-ce que tu envisagerais de te présenter à un poste? Les gars, je déteste vous le dire, mais il y a un lien avec Epstein dans cette histoire. On n'y est juste pas encore. Vous savez, Epstein était international. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des considérations mondiales sur ce qui se passe en France en ce moment. Tout à fait. Ouais, donc tu anticipes au Tom Coffee. Carrie écrit « Je suis accro à cette histoire. Je viens de commander ton livre aussi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, engagez le compositeur de cette docu-série qui a été viré. Parce qu'il était méchant avec Taylor Swift, je pense qu'une musique dramatique pour tes moments WTF serait épique. Je te promets que ce compositeur est super célèbre et vraiment génial. J'ai parcouru son Instagram. Genre, il n'y a pas moyen que je puisse me le permettre. Il n'y a tout simplement pas. Peut-être que si ce livre se vend à 3 trillions d'exemplaires. D'accord, alors mettez-vous là-dessus, les gars. Achète-lui un sandwich. Allez sur makeimazandwish.com. Achète-le.
Et peut-être que je pourrais me permettre Brian Tyler, ce qui serait vraiment cool. Aussi, je pense que ce serait cool si Justine Baldoni sortait ça. Son version du film qu'on n'a jamais pu voir et l'a appelée comme la version de Justine. C'était comme un petit clin d'œil mesquin à Taylor Swift, la version de Taylor, comme si elle possédait ses masters. Il possède juste ses masters, mais il ne ferait jamais ça parce qu'il est trop gentil. Donne-le-moi, Justine. Je vais le lâcher. Je ne suis pas si sympa. Pas quand je suis aussi enceinte. Collant, Björk écrit « J'ai commencé à te suivre il y a 6 ans, et je te suivrai partout où tu iras. Je t'aime, Candace. Amour des îles Féroé. » Incroyable. Merci beaucoup. C'est incroyable de voir combien de personnes du monde entier on a pu impliquer dans cette discussion. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Comme je l'ai dit, un vrai moment de vie. Merci, de Silva, qui écrit juste « Tu es un boss. » Merci beaucoup. Et puis, il écrit « Merci, Nito, obrigada. » Merci. 3 langues différentes, j'adore ça. Celui qui dit irrélevant écrit « Tu es pertinent. » Ne t'appelle pas irrélevant. Les guerriers de Dieu pour Candace. Rendre nos familles à nouveau en sécurité. Arcadia. Matière noire, écrit en tant que nationaliste français. Une sorte de rendre la France grande à nouveau, garde la foi, Candace. Merci. Merci, les gars. Et moi, tu sais, je crois au nationalisme. Je le pense vraiment. Je pense qu'en ce moment, nous souffrons de la malédiction du mondialisme. Tu sais, beaucoup de ombre dans l'obscurité. Ils ne se soucient pas vraiment de nous en tant qu'individus. Et ne se préoccupent pas de ce qui nous arrive en tant qu'État-nation, mais, plutôt, ils essaient un peu de nous transformer tous en quelque chose de semblable et de nous faire croire que nous sommes fous. Je veux dire, en parlant de psychiatrie, ça a été une malédiction psychiatrique sur le monde. Dire régulièrement aux gens qu'ils sont des théoriciens du complot quand ils commencent à remarquer des schémas très distincts et qu'ils ont des questions raisonnables à ce sujet. Envoi de lettres légales. Aussi, toute cette époque d'abus juridiques, c'est tellement dépassé. Je te dis, c'est tellement dépassé, parce que c'est tout ce qu'ils savent, non. Quand ils mentent, ils se font prendre en train de faire quelque chose de mal. C'est comme, je vais juste lancer un procès. Ça arrive. Je crois vraiment que cette époque est vraiment terminée. C'est une façon de penser à l'envers. Fais la bonne chose. Dis la vérité et sois audacieux. Et je pense que tu te tromperas. Récompensé à la fin. C'est The Little Light. Little Light écrit « Candace Owens, j'espère que ça ne te dérange pas que je partage quelque chose de vital avec la mère de Jean ici dans ta section de commentaires. Si tu veux vraiment comprendre ce qu'est la marque de la bête et ce que représente une bête dans la Bible, alors je te recommande vivement. De l'Amérique à Babylone, en faisant la marque. C'est apparemment un documentaire. Je ne suis pas familier avec ça, mais je sais que j'ai tendance à éviter les gens qui sont vraiment dans le thème de Babylone. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Évidemment, l'un des livres de notre liste est Hollywood, Babylone, Babylone Hollywood. Écrit par Kenneth Anger. Et ça vous parle vraiment des origines d'Hollywood et de sa noirceur. Et comment il voulait en gros créer un Babylone moderne. Donc, on va en parler. Et enfin, Trost Bittel décrit que beaucoup pensaient qu'il t'avait pris quelque chose pendant ta période d'épreuve. Ils manquent de créativité et vont maintenant grandir dans l'envie, réalisant que tu l'as vraiment. On les plaint, ils aiment. Tout ça pour toi. Continuez à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Ouais, tu sais. L'année dernière a vraiment été pleine d'épreuves, beaucoup de difficultés. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais douté, même pas une seconde, que je faisais la bonne chose. Parce que tu dois juste continuer à dire la vérité. Comme je l'ai dit, les anciens systèmes échouent, les diffamations, les calomnies, essayer de transformer quelqu'un en monstre, alors qu'il ne l'est pas. C'est juste le lever d'une nouvelle ère, et on a l'impression qu'on se regroupe tous. C'est vraiment une question de bonté qui lutte contre le mal. Et moi, à chaque fois, je vais parier sur la bonté parce que, eh bien, le Christ est roi, les amis. À toi. Faites-y-un-sandwich.com ou clubcandace.com. Précommandez le livre. Je suis tellement excitée. Partagez-le, s'il vous plaît, sur vos Instagram, vos Facebook et vos TikTok et parlez-en à tout le monde. C'est un super livre sur le féminisme moderne. Aussi, au fait, les gars, vous savez, pour les métis, je pense qu'avec la Saint-Valentin approche, tu dois lui offrir ce cadeau. Il faut lui offrir ce cadeau. Fais-lui un sandwich. Et si elle réagit bien, tu sais, c'est une perle. Tu dois épouser celle-là. Elle se dit, j'adore Candace Owens. Super, perle. Si elle dit, c'est quoi ça? Je suis une féministe moderne. Je ne sais pas. Je ne dis pas de la larguer. Je ne dis pas qu'elle n'est pas la bonne. Je dis juste que si elle aime le livre, elle pourrait être une perle. C'est tout. D'accord, les gars, on se voit lundi.